Jacques Chaban-Delmas, d'après la pensée, le témoignage d'Édouard Balladur dans son livre de 2013, La tragédie du pouvoir, le courage de Georges Pompidou. Chaban-Delmas, lui, n'y met pas beaucoup de précautions. Ce n'est pas seulement son désaccord avec Pompidou qui lui a coûté de ne pas accéder au sommet de la carrière qu'il ambitionnait, mais aussi sa légèreté, une confiance excessive dans sa bonne étoile, comme si le bonheur d'être lui-même pouvait lui tenir lieu de tout effort. Jusque-là, tout lui avait réussi, dans la Résistance, après-guerre, au Parlement. Cependant, De Gaulle lui gardait rancune d'avoir accédé à la présidence de l'Assemblée en bravant son interdit. Il ne l'avait jamais nommé ministre et, en 1968, lui avait préféré Couve de Murville comme Premier ministre, malgré la recommandation de Pompidou en sa faveur. Il le trouvait trop porté aux arrangements, finalement pas assez sûr. Pompidou ne nourrissait pas de telles réserves. En 1969, il le choisit pour des raisons politiques et personnelles. Il souhaitait un gouvernement plus ouvert aux formations politiques anciennes ou nouvelles, un homme plus souple, exempt de sectarisme, avec lequel on pouvait parler sans drame, un homme tolérant, disposé à mettre en œuvre les réformes rendues indispensables par la crise de mai 1968. Mais Chaban-Delmas n'avait pas compris ce qu'est la Ve République. À ses débuts, il se comporta comme s'il était doté des pouvoirs d'un président du Conseil des régimes précédents. Pompidou dut lui rappeler non sans rudesse ce qu'étaient nos institutions. Dès lors, leurs relations furent assombries. Quelques-uns dans leurs entourages respectifs s'y employant avec constance. La méfiance s'était installée, Chaban était en sursis. Que de chance il a gâché. Il était vif, rapide, spontanément sympathique, utilisant comme par système une séduction superficielle, un charme fabriqué, le tout donnant le sentiment d'une comédie élaborée pour mieux feindre. Peu travailleur, ennuyé par la technique, il se contentait souvent de formules toutes faites. Il avait confiance en sa bonne étoile, il voulait la faire partager et croyait son optimisme contagieux, persuadé qu'ainsi il semblerait dominer les sujets en discussion, alors que ses interventions laissaient une impression telle qu'il ne parvenait pas à masquer son incompétence. Celle-ci éclatait au grand jour, lors des conseils au cours desquels Pompidou, non sans quelque cruauté, ne se dispensait pas de lui faire la leçon. Il n'était pas pris au sérieux. Ayant quitté Matignon, il ne s'employa pas à corriger ses défauts, ne travaillant guère alors que la France affrontait des épreuves redoutables qu'il fallait savoir surmonter, s'exprimant peu sur les sujets d'avenir, comme si une communication bien organisée pour critiquer son successeur suffisait à tout, et que quelques slogans constamment répétés pouvaient tenir lieu de programme. Il commit l'erreur de croire que gouverner n'était pas une affaire suffisamment sérieuse pour qu'on ne puisse s'en tirer par quelques bons mots, quelques amabilités distribuées avec science, quelques sourires complices orientés dans les directions utiles. Il fut la victime de l'impression d'impréparation et d'inconsistance qu'il donna. Tel qu'il était, avec ses qualités et malgré ses lacunes, aurait-il, s'il avait été élu, donné à la Ve République une allure moins corsetée et distante, sincèrement plus proche du sentiment populaire et de ses aspirations, tout en préservant au mieux malgré la crise la prospérité? Aurait-il ainsi évité à la France l'expérience aventureuse commencée en 1981 et dont elle a tant de mal à se libérer? Nul ne le sait.